Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je suis très content de vous présenter le jeu Marvel Champion, le jeu de cartes, un jeu édité en 2019 par Fantasy Flight et distribué au Canada par Asmodée Canada. On doit d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé 7 copies du jeu pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Michael Boggs, Nate French et Caleb Grace. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs et les parties vont durer de 60 à 120 minutes. Le but du jeu va être de vaincre un super vilain, donc vaincre un méchant et l'empêcher de faire son plan machiavélique. On va avoir un jeu de cartes évolutif où les joueurs devront se faire un deck de cartes qui représente le héros qu'ils ont choisi avant la partie. Et par la suite, chaque joueur va utiliser ce deck-là pour jouer pendant la partie pour représenter son héros ainsi que les actions qu'ils pourront faire. Donc ça va être un jeu de gestion de main de cartes où on va avoir à placer des cartes devant nous pour essayer d'améliorer notre héros. Ça va presque donner un petit feeling de construction d'engin avec notre héros. Une fois qu'on va l'avoir démarré, on va devenir de plus en plus fort et on va essayer de vaincre le vilain ensemble pour pouvoir l'emporter. Alors, Marvel Champion, le jeu de cartes, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour un joueur. On va donc se choisir un super héros. On va assembler un deck avant la partie. Ici, je vais décider de faire une partie avec Spider-Man. Donc, on va aller faire un deck de Spider-Man. Pour faire un deck, on va commencer par prendre les 15 cartes qui sont associées à notre personnage, avec notre icône de personnage. On est obligé de mettre ces 15 cartes dans notre deck. Par la suite, on va se choisir un archétype parmi les 4 archétypes disponibles entre justice, commandement, agressivité ou protection. Et on va pouvoir prendre des cartes de la couleur de l'archétype qu'on a choisi. Pour notre exemple, on va dire qu'on va prendre l'archétype justice qui est recommandé pour Spider-Man dans le livret de règles. On va par la suite pouvoir compléter notre deck aussi avec des cartes grises qui sont des cartes de base. On aura donc un mélange de cartes personnages, de cartes d'un des 4 archétypes et de cartes basiques pour former un deck entre 40 et 50 cartes. Une fois notre deck assemblé, on va placer notre carte de personnage du côté alter ego. Donc on va commencer la partie sous la forme de Peter Parker. On va regarder en bas de notre carte nos points de vie de départ. Donc Peter Parker a 10 points de vie. On va donc se prendre un compteur de points de vie et placer la valeur 10 sur la roulette. On peut aussi se prendre des cartes aide de jeu pour avoir un résumé de la phase des joueurs sur le côté bleu, ainsi que la phase du méchant sur le côté rouge. Chaque héros vient aussi avec des cartes Némésis. On a donc Vulture qui est le Némésis de Spider-Man. On va laisser les 5 cartes Vulture de côté pour l'instant. Et on a aussi une carte Obligation qui est associée à notre personnage. Ici, on a l'avis d'expulsion pour Spider-Man parce qu'il ne paye pas son loyer. On va donc aussi laisser cette carte de côté pour l'instant. On va former des réserves avec les différents jetons sur la table. On aura donc les jetons de dégâts, les jetons menaces et les jetons génériques qui pourront être utilisés pour représenter différentes habiletés sur les cartes. On va aussi former des pioches avec les cartes d'état. On a l'état tenace, l'état sonné et l'état désorienté. Par la suite, on va se choisir un méchant et on va assembler le deck du méchant. Ici, pour une première partie, on conseille de prendre Rhino. Il va donc avoir 2 cartes Rhino, la carte 1 et la carte 2. On va placer la carte 1 par-dessus la carte 2. On devra donc le vaincre 2 fois pour pouvoir remporter la partie. On va prendre la carte de la manigance principale et on va regarder du côté s'il y a des choses spéciales pour la mise en place. Dans cette manigance, il n'y en a pas. On va donc tout simplement la retourner de l'autre côté. C'est donc le plan machiavélique de Rhino. Il va essayer de faire une infraction et s'il réussit à placer assez de jetons menaces sur cette carte, il va remporter la partie. Pour assembler le deck de Rhino, on va premièrement utiliser les 21 cartes qui sont associées à ce méchant. Donc on doit obligatoirement les placer dans le deck de vilain. On va ensuite choisir un ensemble de 6 cartes qui sont une espèce de scénario. Donc ici, c'est le scénario de l'explosion qu'on suggère de placer avec Rhino, mais on pourrait prendre n'importe quel des 5 ensembles proposés dans la boîte de base. Finalement, on va ajouter à cela les 7 cartes standards qui vont toujours être dans toutes nos parties dans le deck du vilain.
Si jamais on veut jouer une partie au mode expert, on va ajouter à ce moment-là la troisième carte de Rhino. Donc on devra le vaincre 3 fois en mode expert et on va aussi ajouter dans le deck de vilain les 3 cartes experts qui vont rendre la partie un peu plus difficile. On va donc mélanger les cartes standards, les cartes alerte à la bombe et les cartes Rhino ensemble. Et on va ajouter à cela notre carte d'obligation de notre personnage. Donc ici c'est la carte avis d'expulsion. On va la mélanger et former le deck de vilain pour la partie. On va donner à Rhino le compteur de points de vie du méchant et on va regarder sur sa carte son nombre de points de vie. Ici, dans son stade 1, il a 14 points de vie par joueur. Donc, c'est une petite icône ici avec un petit pion. Ça représente le nombre de joueurs. Comme on fait une partie en solo, ça va être 1. Donc, 1 fois 14. Rhino, dans son premier stade, aura donc 14 points de vie qu'on va placer sur son compteur. Finalement, notre héros va regarder dans le bas de sa carte la taille de sa main. Ici, Peter Parker a une taille de 6. Il va donc aller piocher 6 cartes de son deck pour former sa main de départ. Il va regarder ses cartes et il a droit à un mulligan au début de la partie. Donc, il peut décider de défausser le nombre de cartes qu'il veut parmi celles qu'il vient de piocher et les placer dans sa défausse pour pouvoir repiocher le même nombre de cartes pour laisser plus de chance au héros de commencer avec une bonne main de cartes. On va conserver nos cartes Némésis qu'on a mis de côté. On va les laisser de côté et on va aller les chercher seulement si une carte y fait référence pendant la partie. Si on joue en multijoueur, on va donner le jeton premier joueur à un des joueurs au hasard. Et on peut aussi se faire une réserve avec les jetons ici de menace augmentée. Une partie de Marvel Champion, le jeu de cartes, se joue en plusieurs rondes. À chacune des rondes, on va alterner les phases de joueurs et les phases de méchants. Dans la phase de joueurs, les héros vont jouer un à tour de rôle avec les cartes qu'ils ont en main pour pouvoir faire différentes actions. Et par la suite, on va aller à la phase du méchant où le méchant va tenter d'accomplir sa manigance principale ou tenter évidemment de détruire les héros. On va continuer ainsi à alterner les rondes de jeu jusqu'à temps qu'on arrive aux conditions de victoire. Donc si les héros réussissent à battre le vilain, à battre toutes ces 2 cartes et de l'amener à 0 point de vie, ils vont gagner la partie. Alors que notre méchant, s'il réussit à évidemment tuer tous les héros, si tous les héros sont éliminés, qu'ils n'ont plus de points de vie, ou qu'il réussit à accomplir sa manigance principale, à ce moment-là, c'est le méchant qui va l'emporter. Commençons la première ronde avec la phase joueur, dans laquelle notre joueur qui incarne Peter Parker pourra utiliser les cartes qu'il a en main pour les jouer, pour mettre certaines cartes en jeu ou pour tout simplement déclencher leurs effets. Il pourra aussi par la suite utiliser les cartes qui sont en jeu devant lui, comme sa carte de personnage. Il pourra aussi changer de forme pour aller de l'autre côté, sur son côté héros, et mettre son habit de Spider-Man pour faire différentes actions. Il pourrait aussi utiliser des cartes qui sont déjà en jeu, comme des cartes d'alliés, des cartes de soutien ou des cartes d'amélioration. Regardons premièrement les cartes que notre joueur possède dans sa main de départ. On retrouve ici plusieurs types de cartes différentes. On peut retrouver les types de cartes avec les petites bannières noires. Donc ici j'ai une carte d'allié avec Jessica Jones, j'ai une carte de soutien avec la carte de Tante May et j'ai une carte d'amélioration avec un lance-toile. Ici j'ai une carte d'événement et j'ai 2 cartes ressources dans ma main. Pour les cartes amélioration, soutien et alliés, lorsque ces cartes seront en jeu, on pourra les utiliser à chacun des tours. Donc ces cartes-là vont rester sur la table entre les tours de jeu. Alors que les cartes événements, lorsqu'on va les jouer, on va tout simplement appliquer l'effet de la carte et on va ensuite la placer dans notre défausse. Alors que les cartes ressources vont nous servir évidemment à jouer les autres cartes de notre main et elles seront aussi placées dans notre défausse une fois que l'on les aura jouées. Pour jouer une carte de notre main, on doit utiliser un certain nombre de ressources qui est indiqué en haut à gauche des cartes. Donc si je veux jouer Jessica Jones sur la table, je devrais dépenser 3 ressources. On devra donc défausser des cartes de notre main qui vont avoir des symboles de ressources en bas à gauche des cartes. Donc toutes les cartes vont avoir différentes ressources. On a des ressources d'énergie avec le petit éclair, des ressources physiques avec le point et on a aussi des ressources mentales. L'icône vert, lui, représente des ressources qui sont d'un symbole Joker. De temps en temps, les différents symboles vont importer pour activer des effets supplémentaires sur les cartes.
Donc, si je veux jouer la carte de Jessica Jones en jeu, je devrais payer 3 ressources. Je vais commencer par jouer la carte Le pouvoir de la justice. Je vais donc la placer dans ma défausse. Elle me donne une ressource, mais son habilité fait qu'elle va donner 2 ressources si on paye pour une carte justice, qui sont les cartes jaunes de mon archétype dans mon deck. Donc, cette carte me donne 2 ressources. Et je vais jouer ma carte, je vais défausser ma carte de grande responsabilité qui me donne une ressource mentale pour avoir un total de 3 ressources pour payer les coûts et placer la carte de Jessica Jones en jeu dans ma zone personnelle. Je vais ensuite, comme action, activer l'habilité de mon personnage, donc de Peter Parker, qui est une habilité ressource, qui me permet de créer une ressource mentale, et je peux utiliser cette habilité une fois dans le tour, et je n'ai pas besoin d'incliner ma carte pour déclencher cette habilité. Donc je me fais une ressource mentale, et je vais l'utiliser pour mettre en jeu mon lance-toile. Mon lance-toile est une amélioration, elle va donc rester en jeu, et elle vient avec 3 jetons toile. On va donc placer 3 jetons génériques. Et pour chacun de ces jetons-là, on pourra activer son habileté lorsqu'on sera sous notre forme de super-héros. Finalement, je vais placer la carte de Tante May qui va me coûter une ressource. Pour pouvoir la mettre en jeu, je vais défausser ma carte Génie qui donnait 2 ressources mentales. Malheureusement, l'excédent de ressources ne peut pas être utilisé pour faire autre chose et il sera tout simplement perdu. Une fois par tour, un joueur peut effectuer une action de transformation, c'est-à-dire qu'il peut retourner sa carte de personnage de l'autre côté, soit passer du côté héros s'il est en alter ego, ou revenir du côté alter ego s'il était sous sa forme de héros. Je vais donc utiliser ma transformation pour aller de l'autre côté et me mettre du côté Spider-Man. On va laisser notre personnage s'il est redressé ou incliné avec la transformation. Donc comme j'étais en Peter Parker redressé, quand je vais aller en Spider-Man, je vais rester redressé et ensuite je vais pouvoir utiliser mes capacités pour faire une attaque ou essayer de contrer les manigances du méchant. Chaque héros va posséder une habileté spéciale qui va être active du côté héros et on va avoir 3 statistiques de base. On va avoir une valeur de contrée qui sera le nombre de pions menaces qu'on va faire défausser quand on va s'attaquer à la manigance du méchant. On a une valeur d'attaque, évidemment, qu'on va faire au méchant lorsqu'on va l'attaquer. On peut aussi attaquer ses sbires qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues. Et on a ensuite la valeur de défense qu'on peut utiliser si on utilise notre héros pour se défendre contre une attaque du méchant. Je vais donc aller utiliser mon héros pour faire une attaque de base. On va devoir donc l'incliner sur le côté pour déclencher une attaque. Je vais utiliser ma valeur d'attaque qui est de 2 et je vais aller attaquer Rhino puisqu'il n'y a pas d'autres ennemis en jeu pour l'instant. On va donc retirer à Rhino 2 points de vie sur son compteur. Il va donc tomber à un total de 12 points de vie pour l'instant. S'il y avait eu des pion de menace sur la manigance principale. Au lieu de faire une attaque, j'aurais pu essayer d'aller contrer la manigance principale et j'aurais enlevé la valeur de contre qui est de 1. Donc j'aurais pu enlever ce jeton de la manigance principale au lieu de faire mon attaque sur le méchant. Je vais ensuite aller utiliser Jessica Jones, qui est une carte d'allié. Chaque héros peut avoir un maximum de 3 cartes d'alliés en jeu. Si jamais on veut en jouer une 4e, on va tout simplement défausser un de nos 3 alliés. Donc on ne peut jamais avoir plus que 3 alliés en jeu. Encore une fois, Jessica Jones a une habilité de contrer et une habilité d'attaque. Donc elle a 1 en contre et 2 en attaque. Il n'y a rien à contrer parce qu'il n'y a pas de jeton menace sur la manigance principale. Donc je vais l'utiliser pour aller attaquer Rhino. Elle va donc attaquer de 2. Elle va lui infliger 2 dégâts. On va donc tomber à 10. Mais parce que c'est une alliée, elle va avoir des dégâts consécutifs. Donc il y a un icône de dégâts juste en dessous de sa valeur d'attaque ou sa valeur de contre. On va donc aller placer un pion de dégâts sur sa carte. On voit sa valeur de points de vie qui est ici. Elle a 3 points de vie. Donc lorsqu'elle aura 3 points de dégâts d'accumuler, on va tout simplement placer cette carte alliée dans notre défausse. Certaines cartes ou habiletés vont demander d'être sous une certaine forme pour pouvoir les utiliser, soit en forme de héros ou en forme d'alter ego. Par exemple, ici, mon lance-toile a une habilité ressource de héros. Donc, pour pouvoir déclencher cette habilité-là, je dois être obligatoirement sur ma face de Spider-Man. Si je défausse un jeton de mon lance-toile et que je suis en héros, je vais générer une ressource Joker, ce qui me permettrait de pouvoir placer de nouvelles cartes en jeu.
Alors que la carte de Tante May a une action d'alter ego, donc pour pouvoir utiliser la carte de Tante May, je dois obligatoirement être sous forme de Peter Parker. Et à ce moment-là, je vais pouvoir l'incliner et activer son habilité qui me permettrait de me soigner de 4 points de dégâts. Donc lorsque j'aurai perdu des points de vie, je pourrai retourner en Peter Parker pour l'utiliser et me soigner. On ne peut pas dépasser évidemment notre maximum de points de vie qui est de 10 pour notre personnage de Spider-Man. Chaque alter ego possède aussi une capacité de récupération sur sa carte. Donc ici, j'ai une récupération de 3 avec Peter Parker. Donc si je suis en alter ego et que je décide d'incliner ma carte pour pouvoir faire mon action de récupération, je vais me soigner de 3 points de vie sur mon compteur de points de vie. Et finalement, si on jouait en multijoueur, on pourrait faire des demandes à nos alliés pour qu'ils puissent activer des habiletés pour pouvoir nous donner des bonus ou nous faire piocher des cartes, par exemple. Une fois que le joueur a terminé de jouer des actions et des cartes, à ce moment-là, il va mettre fin à son tour de jeu. S'il lui reste des cartes en main, il peut décider de les garder ou il peut les défausser dans sa défausse. Par la suite, il va piocher le nombre de cartes pour monter sa main à sa taille de main. Et on remarque que sur la face héros, sur la face Spider-Man, j'ai seulement une main de 5 cartes. Donc à ce moment-là, je vais piocher des cartes pour amener ma main à 5, puisque sous mon côté héros, j'ai une taille de main de 5 plutôt que de 6 lorsque je suis du côté alter ego. Par la suite, on va tout simplement redresser aussi nos alliés et notre carte de personnage, ou toutes les cartes que j'aurais utilisées, on va les remettre du côté redressé. On passe ensuite à la phase du méchant qui va commencer par faire avancer sa manigance principale. On va regarder ici la valeur indiquée, donc on va ajouter un pion de menace par joueur. Donc comme dans une partie à un joueur, on va ajouter un pion menace d'une valeur 1 sur la carte de manigance principale. Si jamais cette carte atteint son seuil de réussite, qui est ici de 7 pions menace par joueur, à ce moment-là, le méchant gagnerait automatiquement la partie, ce qui n'est pas le cas parce qu'on est seulement à un pion menace. Ensuite, on va activer notre méchant qui va aller attaquer chacun des joueurs. Donc ici, on est dans une partie à un joueur. On va donc attaquer notre joueur. S'il est sous sa face héros, à ce moment-là, on va lancer une attaque avec notre valeur d'attaque et on va ajouter une carte de boost avec les cartes du deck de méchant. Si jamais notre joueur était sous sa forme alter ego, à ce moment-là, le méchant va manigancer avec sa valeur de manigance et encore une fois en ajoutant une carte de boost pour ajouter des pions de menace sur sa manigance principale. Alors, comme notre joueur était sous forme héros, il va subir une attaque de Rhino. À ce moment-là, Rhino aura une valeur de base de 2 et va avoir une carte de boost pour augmenter sa valeur d'attaque. Avant de piocher la carte de boost, le joueur devra décider s'il veut se défendre. Donc, il pourrait utiliser son héros pour bloquer. À ce moment-là, il devrait l'incliner et il va réduire les dégâts de sa valeur de défense qui est de 3 présentement ici avec Spider-Man. S'il ne veut pas bloquer avec son héros, il pourrait utiliser un de ses alliés pour pouvoir l'incliner encore une fois et recevoir l'attaque à sa place. Et c'est elle qui subirait les dégâts. Si jamais elle se rend à sa valeur de point de vie, elle va tout simplement être défaussée. Si on joue en multijoueur, on peut aussi utiliser notre héros ou un de nos alliés pour bloquer une attaque qui est lancée sur un autre joueur. Spider-Man a une habilité, lorsqu'il est la cible d'une attaque, il va piocher une carte, donc il va aller piocher la première carte de son deck et l'ajouter à sa main. Mon joueur décide de ne pas se défendre, comme il est plein de points de vie. À ce moment-là, on va piocher la carte de boost et on va regarder le nombre de symboles en bas à droite de la carte. Donc ici, j'ai un petit symbole de boost. Donc sa valeur d'attaque va augmenter de 1. Il aurait donc une attaque de 3. Comme j'ai décidé de ne pas bloquer, je vais subir 3 points de dégâts sur ma roulette. Donc à ce moment-là, je vais tomber à 7 points de vie et je pourrais essayer de me soigner dans les prochains tours. Si jamais j'arrive à 0 points de vie, à ce moment-là, je vais être éliminé et comme je suis le seul joueur dans la partie, je vais automatiquement perdre la partie. Lorsque le méchant a terminé son attaque sur notre joueur, si jamais le joueur est engagé avec des sbires, les sbires vont aussi l'attaquer. Les sbires sont des adversaires qui sont dans le deck du méchant et lorsqu'on va les piocher dans la phase de rencontre, ils vont aller se placer devant un héros. Donc ici, si j'avais dans un tour précédent pioché la carte de Shocker, Shocker est un sbire et sera engagé contre notre héros. Donc une fois que Rhino a fait son attaque, Shocker va aussi faire son attaque. Comme je suis en héros, je vais subir son attaque ici qui serait de 2 dégâts. Donc à ce moment-là, je pourrais encore une fois décider de défendre soit avec mon allié ou de défendre avec mon héros. Ou de subir les 2 points de dégâts ici et je tomberai à 5
points de vie. Si jamais j'avais été en mode alter ego, à ce moment-là, le méchant ainsi que le sbire aurait fait de la manigance et aurait ajouté des pions de menace sur la carte de manigance principale. La différence entre les sbires, c'est qu'ils n'auront pas de carte de boost pour pouvoir les augmenter. Une fois les attaques du méchant et des sbires effectuées, on va passer à la phase de rencontre. On va piocher la première carte du deck de rencontre et on va la donner à chacun des joueurs. Et par la suite, on va la révéler dans le sens des joueurs. Donc ici, on est seulement le seul joueur. Donc à ce moment-là, on va tout simplement retourner la carte et appliquer son effet. Donc ici, j'ai une carte de manigance secondaire. Donc on va la placer à côté de la manigance principale. On va nous indiquer le nombre de jetons menaces qui arrivent sur cette carte de manigance annexe. À ce moment-là, on va placer 2 jetons par joueur. Donc ici, on va placer 2 jetons sur cette carte. Et elle a une icône de crise. Donc tant que cette manigance annexe est en jeu, on ne peut pas aller enlever des pions menaces sur la manigance principale. On devra enlever elle en premier. Il existe 2 autres icônes qu'on peut retrouver sur les cartes de manigance annexe. On a premièrement la carte supplémentaire. Pour chacun de ces icônes qui est sur la table, on va piocher une carte supplémentaire dans la phase de rencontre. À ce moment-là, je piocherai 2 cartes rencontre pour les activer à chaque fois que ça va être une phase du méchant. On a aussi l'icône du +1 de menace. Lorsqu'on va avoir cette icône sur la table, on va placer un jeton +1 sur la manigance principale. Et au début de la phase de méchant, lorsqu'on va ajouter des pions menaces, on va ajouter sur un pion de plus par jeton +1 qu'il y a sur cette carte. On devra donc prendre des actions pour contrer et enlever les pions menaces sur les manigances annexes, pour pouvoir les défausser et enlever leurs effets négatifs. Lorsqu'on pioche des cartes rencontres, à part des manigances annexes, on peut aussi retrouver des cartes de sbire. Donc lorsqu'on pioche une carte sbire, on va la placer engagée avec ce héros et il devra le vaincre, sinon le sbire va l'attaquer à chacun des tours dans la phase de méchant. On a ensuite des cartes qui sont des améliorations, des attachements pour le méchant. Donc, c'est de l'équipement que le méchant va s'équiper pour pouvoir devenir plus fort. À ce moment-là, on va placer cette carte à côté de la carte du méchant et il va gagner le bonus d'attaque indiqué en bas de cette carte. On remarque qu'il y a aussi une action de héros. Donc, si un héros défausse 3 ressources de points, les ressources physiques, il pourra retirer cette carte et enlever l'attachement pour que le méchant soit moins fort. Et finalement, on retrouve des cartes traîtrises qui sont des cartes d'événements qu'on va seulement lire l'effet de la carte et l'appliquer. On peut avoir un effet qui va être différent dépendamment si on est en forme alter ego ou en forme de héros. Donc ici, si je suis en alter ego, cette carte gagne renfort. Donc ça veut dire qu'on va tout simplement piocher une nouvelle carte rencontre et l'appliquer. Et si je suis en héros, je vais subir une attaque du méchant. On retrouve aussi une carte spéciale traîtrise qui est l'ombre du passé, qui est dans les cartes standards, qui va faire référence au paquet de cartes Némésis qu'on a mis de côté en début de partie. Alors, si ma carte rencontre était ombre du passé, à ce moment-là, on va appliquer ses effets. On va aller chercher les cartes Némésis. On va aller placer la manigance annexe du vautour, qui est le cambriolage de haut vol, qui va commencer avec 3 jetons menaces dessus. Et on va ensuite aller prendre la carte du Némésis du vautour et on va aller le placer comme un sbire engagé devant Spider-Man. Et ensuite, ces 3 cartes d'événements spéciaux vont être placées dans la défausse du méchant. Et ces cartes-là vont pouvoir entrer en jeu lorsqu'on va rebrasser le deck du méchant. Et finalement, on peut aussi piocher notre carte d'obligation lorsqu'on va faire notre carte rencontre. À ce moment-là, on va appliquer les effets de la carte et on va devoir faire le choix si on veut incliner notre personnage et ne pas l'avoir pour le prochain tour. Mais à ce moment-là, on va retirer la carte de la partie ou on peut perdre une carte au hasard dans notre main, mais on va remettre cette carte dans la défausse, donc elle va revenir plus tard dans la partie. On a aussi certains effets de jeu qui vont appliquer des états particuliers, soit au méchant ou à un héros. On a l'état désorienté, l'état sonné et l'état tenace. Lorsqu'on va recevoir cet état, on va placer la carte d'état à côté de la carte du personnage. Lorsqu'un personnage est désorienté, la prochaine fois qu'il va contrer ou manigancer, on va tout simplement défausser la carte au lieu de faire cette action. Alors que l'état sonné, la prochaine fois qu'un héros ou qu'un méchant va lancer une attaque, on va défausser la carte et à ce moment-là, ça ne fera pas d'effet non plus. Alors que l'état tenace, lorsqu'on va la placer sur un personnage, la prochaine fois qu'il va recevoir une attaque, on va tout simplement retirer sa carte tenace, il n'encaissera pas de dégâts provenant de cette attaque.
Et une fois la carte rencontre résolue, ça met fin à la phase du méchant. Si on joue en multijoueur, on passerait tout simplement le jeton premier joueur au prochain joueur et on recommencerait une nouvelle ronde de jeu avec la phase de joueur. Et on va enchaîner les rondes de jeu, on va continuer à faire des phases de joueurs, des phases de méchants, jusqu'à temps qu'un des deux côtés l'emporte. Pour nos méchants, ils peuvent gagner de deux façons. Ils peuvent éliminer notre héros. Donc si le héros arrive à 0 point de vie, le méchant va l'emporter. Ou s'il arrive au seuil de pion menace de la manigance principale, qui est ici de 7 jetons par joueur. Donc s'il arrive à 7 pions menace sur sa carte, il va aussi remporter la partie. On peut avoir des scénarios où il y a plus qu'une carte de manigance principale. À ce moment-là, quand une est terminée, on va passer à la deuxième phase ou à la troisième phase. Et la dernière carte de manigance principale va donner la victoire au méchant. Pour le héros, il n'y a qu'une façon de l'emporter, c'est de vaincre les deux cartes du méchant. Donc lorsque le méchant va arriver à 0 point de vie dans sa deuxième forme, à ce moment-là, le héros va remporter la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Marvel Champion, le jeu de cartes. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Marvel Champion? Premièrement, sachez que je suis un grand fan de l'univers de Marvel et de ses super-héros. J'ai lu des tonnes de bandes dessinées dans ma jeunesse. J'ai suivi plus récemment les films, évidemment, avec les Avengers et tout ça. Donc, je suis vendu à cette licence-là et j'avais hâte de découvrir ce jeu de cartes-là, évidemment. Ayant été un ancien joueur de Magic et tout ça, dans le genre de jeu de cartes à combo comme ça, et avec un univers que j'adore en plus. Donc, j'avais hâte de voir le mélange de tout ça. Le visuel, c'est le visuel des bandes dessinées actuelles. Donc moi, je trouve ça vraiment très beau. Fait que ça, c'est très bien réussi pour les cartes et les illustrations à l'intérieur du jeu. Pour le matériel, les jetons sont quand même de bonne qualité. Sinon, ben là, on est dans un jeu de cartes. Fait que c'est pas mal juste les cartes. On a mis des petites roulettes pour les points de vie. C'est bien, mais les jetons, ça aurait été suffisant, peut-être pour les joueurs. Pour le méchant, c'est bon là, parce qu'il peut se rendre quand même à beaucoup de points de vie si on est à 3-4 joueurs. Donc d'avoir la roulette pour lui, c'est un peu plus pertinent que pour les joueurs. Sinon, je pense que le thème est vraiment réussi encore une fois. Je pense que c'est une force de l'équipe de Fantasy Flight de prendre des licences aussi connues que Game of Thrones, que Le Seigneur des Anneaux, que Star Wars, et de nous faire vivre des expériences qui sont thématiques, qui vont aller rechercher justement ce que les fans de ces univers-là recherchent. Donc chaque personnage, chaque deck est construit d'une façon différente et construit d'une façon qui est très thématique avec le personnage qu'on retrouve. Évidemment, les cartes vont nous faire référence à des choses que ces super-héros-là font dans leur bande dessinée. Les cartes d'alliés sont d'autres héros ou d'autres personnages secondaires qu'on retrouve dans leurs histoires aussi. Les habiletés vont avoir aussi des liens thématiques avec ce qu'on fait. Par exemple, le deck de Iron Man, au début, on commence à jouer avec Iron Man, puis on voit que du côté Iron Man, il y a une main de carte de une carte, puis là, on est comme, c'est bien pas bon, mais on voit que pour chaque amélioration technologique qu'il a, il augmente sa main de carte de 1. Donc, Iron Man doit rester sous forme alter ego Tony Stark quelques tours, le temps de se construire assez de pièces d'armure pour être efficace de l'autre côté lorsqu'il va aller du côté Iron Man. Fait que c'est super thématique de dire, ok, il faut que je reste en Tony Stark quelques tours de jeu pour me construire mon armure, puis après ça, commencer à être plus efficace, puis pouvoir aller me battre contre les méchants. Fait que c'est vraiment super cool de voir ça, comment on construit les decks, puis de découvrir chaque personnage, puis de voir tous les Easter eggs, puis les clins d'œil thématiques qui ont été mis dans chacune des cartes de ces personnages-là. Fait que ça, c'est vraiment très bien réussi, puis super le fun pour les grands fans de ces licences-là, comme je suis. Sinon, le flow du jeu, c'est un jeu qui a un bon flow. Donc, les tours de jeu s'enchaînent rapidement. On comprend rapidement comment les cartes fonctionnent. C'est le fun aussi comment on met les cartes en jeu. Donc, on doit défausser certaines cartes pour les utiliser comme des ressources. Ça va nous permettre de mettre d'autres cartes. Puis, ça fait que notre deck roule quand même rapidement. On a un deck d'une quarantaine de cartes. C'est sûr qu'on va le passer au moins une fois pendant la partie. Fait que c'est sûr qu'on va voir toutes les cartes à peu près qui sont dans notre deck. Ça nous permet de construire et de voir les différents combos qui sont présents. Fait que ça, j'ai trouvé ça assez intéressant pour le déroulement du jeu puis comment notre deck va rouler aussi. Le vilain, le méchant, en fait, comment il fonctionne aussi, c'est intéressant. Lui aussi, son deck est très thématique avec le méchant en tant que tel. Donc, Rhino, ben, il va mettre sa corne, il va faire des grosses attaques. Il va avoir des choses qui sont en lien avec le scénario qu'il est en train de faire. Donc, il va mettre la foule en danger. Fait que là, ça va mettre des manigances annexes. Fait que c'est toutes des choses très thématiques. Alors qu'un deck comme Ultron, ben, Ultron aussi, il fait des tonnes de robots avec ses usines. Fait que lui, il va mettre plein de sbires en jeu. On a même des cartes de notre deck qui vont devenir des sbires qu'on va devoir affronter.
fait qu'il va y avoir des espèces de drones un peu partout. Fait que ça vient vraiment rechercher les histoires des bandes dessinées, d'avoir ces petits côtés-là thématiques. Donc ça, encore une fois, c'est le genre de choses que je recherche quand je m'attaque à un jeu de Marvel. Le fait d'avoir deux formes avec notre héros, donc la forme héros et la forme alter ego, puis le fait que certaines cartes vont juste fonctionner avec une des deux formes, ça donne des options qui sont intéressantes, puis ça nous permet de jouer aussi avec notre style de jeu, puis de changer d'une forme à l'autre, d'aller tirer le maximum de nos cartes pour pouvoir faire des combos qui sont différents, dépendamment si on est en alter ego ou en héros. Et évidemment, toutes ces choses-là sont encore une fois très thématiques. Sinon, le fait que le méchant attaque seulement les héros, mais qu'il va manigancer contre les alter ego, ça donne aux joueurs, je trouve, le pouvoir de driver la game. C'est eux qui vont décider un peu qu'est-ce qu'on va subir. Est-ce qu'on va subir des dégâts ce tour-là, ou est-ce qu'on va plutôt donner la chance aux méchants d'aller mettre des pions menaces puis de faire monter la menace tranquillement sur la manigance. Puis après ça, on va essayer d'aller réparer les dégâts, soit de soigner ou d'aller se défendre, empêcher des dégâts. Sinon, on va aller faire des actions pour contrer ou jouer des cartes qui vont nous permettre d'enlever les jetons menaces pour pouvoir évidemment garder les jetons à un compte bas pour pas qu'on arrive et qu'on perde la partie de cette façon-là. Fait que je trouve que c'est vraiment les décisions des joueurs qui vont driver la partie. Ça donne un beau contrôle aux joueurs pour le côté phase du méchant. C'est sûr qu'on ne contrôle pas la carte qu'on va piocher de rencontre puis qu'on va faire, mais à ce moment-là, je pense que c'est un élément de hasard qui est le fun aussi, de voir ok, quelle carte on va subir ou quelle carte de boost on va donner au méchant aussi quand il va nous attaquer. Fait que ça laisse un petit suspense, puis ça met une petite dose de hasard qui est intéressante, mais qui n'est pas super aléatoire, fait que ça a vraiment quelque chose de bien. Sinon, j'ai adoré le côté coop, donc le fait qu'on peut justement, quand on attaque, on peut attaquer les sbires des autres héros, on peut jouer des cartes, activer des habilités pour donner des choses aux autres pendant notre tour. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Ça va faire des belles discussions autour de la table. Ok, j'ai un bon tour, j'ai une bonne carte dans mes mains, mais il manque une ressource. Ok, je vais jouer telle carte pour te donner une ressource, ou je vais te faire piocher une carte pour que tu aies la ressource nécessaire pour pouvoir faire un plus gros combo. Fait que ça, c'est intéressant, l'interaction qu'il va y avoir entre les joueurs et les cartes qu'on va pouvoir jouer pour aider les autres. Fait que ça va faire des choses qui sont vraiment le fun aussi à l'intérieur du jeu. Pour les côtés négatifs, j'ai trouvé que les cartes étaient quand même assez minces, donc la qualité des cartes, c'est pas la meilleure que j'ai vue. C'est clairement un jeu que je devrais sleever, donc aller mettre ça dans des plastiques protecteurs pour pas que ça se magane trop, parce que nos cartes vont quand même rouler pas mal pendant une partie. Sinon, le jeu n'est pas donné non plus. Le prix de détail pour un jeu de cartes est quand même assez élevé. J'imagine que la licence Marvel doit coûter quand même cher à Fantasy Flight, c'est peut-être pour ça que le prix est si haut. Je pense qu'il est comme près de 80$. Donc pour un jeu de cartes, c'est quand même dispendieux. On a seulement des cartes, puis quelques petits jetons, puis les petites roulettes de points de vie. Donc on voit que la boîte est à 80% vide. C'est sûr qu'on veut des extensions pour ce genre de jeu-là. Ça m'amène à parler du côté jeu de cartes évolutif, les fameux LCG. Donc c'est sûr que la boîte de base ne nous donne pas une gymnastique très grande pour varier les decks puis d'avoir des expériences qui sont très très différentes. Oui, je peux prendre un deck de Spider-Man puis le jouer avec justice une partie, puis l'autre partie, là, je peux jouer un Spider-Man mais le jouer avec des cartes d'agressivité. Je vais avoir un feeling différent. Mais pour les cartes d'agressivité ou de justice que je vais choisir, c'est pas mal tout le temps les mêmes dans la boîte de base, donc j'ai pas tant de choix que ça. C'est sûr que c'est un jeu qu'on va avoir de plus en plus d'extensions avec le temps. Fait que ce problème-là va se résoudre par lui-même éventuellement quand on va avoir assez d'extensions, mais là on va avoir plus de choix dans les cartes justice, plus de choix dans les cartes agressivité, puis là on pourra essayer des nouvelles affaires, des nouvelles combinaisons avec les nouveaux personnages. Même chose avec les cartes basiques, là on a pas mal juste les mêmes cartes basiques dans tous les decks parce qu'on a juste celle-là qu'on peut mettre. Donc encore une fois, avec plusieurs extensions, tout ça va s'arranger. Sinon, j'ai trouvé qu'à 3-4 joueurs, le jeu a tendance peut-être à s'étirer un peu quand on joue en mode expert en plus. On va avoir une troisième forme au méchant. Donc là, la partie va durer 2h30, fait que ça commence à être long pour un jeu de cartes à ce moment-là. Donc pour moi, j'ai trouvé que mes expériences étaient plus fun en duo, donc ça roulait mieux, puis je trouvais que le côté coop ressortait beaucoup mieux. Sinon, je pense que c'est un jeu qui va bien jouer en solo, vu que les méchants, le nombre de points de vie et certaines habilités sont reliés directement au nombre de joueurs. Donc en solo, je pense que ça va rouler très bien. D'après moi, en une demi-heure, 40 minutes en solo, on va être capable de jouer un scénario. À deux, on s'en sort à peu près autour d'une heure, ce qui est, je pense, la durée parfaite pour un jeu de cartes. Mais là, quand on tombe à 3-4, là, on dépasse facilement le 2 heures, puis je trouve que ça s'étire un petit peu. Sinon, Marvel Champions, c'est un des jeux que j'attendais le plus cette année, et c'est pas un jeu qui m'a déçu, donc c'est un jeu qui a rempli mes attentes.
Autant pour la licence Marvel, tout le côté thématique de retrouver les personnages puis l'univers que j'aime. Puis le jeu de cartes est super sympathique, il est, il est facile à prendre en main, puis il est le fun à jouer. On voit les combos qui se dessinent, on construit notre personnage tranquillement. Fait que c'est vraiment un petit côté engine building que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, la boîte de base, je vais lui donner une note de B+. Mais pour moi, en partant, c'est un très bon jeu. Un très bon jeu pour les amateurs de Marvel, un très bon jeu pour les amateurs de jeux de cartes. Donc c'est vraiment une belle fusion entre les deux. Je ne peux qu'attendre les extensions avec impatience et espérer évidemment que ça va être super bon. Puis je sais qu'en amenant des nouvelles cartes, ça va régler ce petit côté-là de rejouabilité dans le sens qu'on peut jouer vraiment faire des decks complètement différents, plus on va avoir accès à des nouvelles cartes. Fait que ce côté-là de jeu de cartes évolutif, qu'on va pouvoir modifier les decks avant de jouer, mais va prendre tout son sens, plus on va avoir d'extensions. Donc j'ai hâte de découvrir là, ce qui s'en vient avec Marvel Champion. Je sais qu'ils ont déjà annoncé le paquet Captain America pour un nouveau deck héros avec des nouvelles cartes de chacune des couleurs. On va avoir un deck Green Goblin pour un nouveau méchant. On va avoir un deck de Miss Marvel aussi pour un autre héros. Fait que ces 3 boîtes-là qui sont présentement annoncées, là, qui devraient arriver dans les prochains mois. Et j'ai hâte de voir ce qui va s'en venir. C'est sûr qu'ils vont faire un méchant à un moment donné avec Thanos et tout ça, avec toute la publicité qu'il y a eu avec les films. On peut s'attendre à voir les personnages qui ont été là. C'est sûr qu'ils vont faire Thor, Vision. Il y en a qui sont déjà sur la boîte, puis c'est sûr qu'ils vont les faire. Donc, on a hâte de voir le deck de Hulk, évidemment. Donc, on a hâte de voir tout ça dans le futur avec Marvel Champion, le jeu de cartes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer sur notre petit bonhomme ici pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.